Bonjour à toutes et tous. Depuis quelque temps, un mot revient de plus en plus souvent dans les discussions, sur les plateaux télé et jusque dans les conversations du quotidien, l'article 16 de la Constitution. Et chaque fois qu'il est prononcé, un malaise s'installe, une inquiétude diffuse comme un pressentiment que quelque chose d'anormal se prépare. Beaucoup en ont entendu vaguement parler, sans vraiment savoir ce qu'il contient, ni surtout ce qu'il permet, et comme souvent, on entend tout et son contraire. Pire encore, peu mesurent les conséquences réelles qu'une telle mesure pourrait avoir sur nos vies, sur nos libertés et sur le fonctionnement même du pays. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi en parle-t-on maintenant? Pourquoi ce vieux mécanisme d'exception, presque oublié depuis De Gaulle, refait-il soudain surface dans le débat public? Ce n'est sans doute pas un hasard, car depuis plusieurs années, la France vit sous tension. Une crise chasse l'autre, économie, énergie, sécurité, politique, tout vacille, car il est évident que les fondations mêmes de notre République se fissurent, et on peut désormais parler légitimement d'effondrement, que je considère à titre personnel volontairement orchestré. Mais derrière ce désordre apparent, un silence. Le silence d'un texte oublié, inscrit au cœur de notre Constitution, un article capable de renverser en un instant l'équilibre des pouvoirs, une véritable bombe atomique constitutionnelle. Un seul petit article, mais lourd de sens, qui permet au président de la République de concentrer tous les pouvoirs, d'agir seul, sans contrôle et sans limite. Un texte qui permet au président de gouverner seul, de suspendre les lois et de décider du destin de la nation, au nom de la République. L'article 16, qui n'a d'ailleurs été utilisé qu'une seule fois dans l'histoire de la Ve. Mais aujourd'hui, on s'interroge, dans un contexte de tension sociale, de menaces extérieures et de crises à répétition, pourrait-il être réactivé? À ce stade, on ne peut que spéculer, mais voyons ensemble l'histoire de ce petit texte qui offre au président le pouvoir absolu légalement. En 1958, la France est au bord du gouffre. La 4e République s'effondre sous le poids de l'instabilité. 24 gouvernements se succèdent en 12 ans. L'armée se révolte en Algérie. Le pays s'enlise dans une guerre coloniale sans issue. À Paris, c'est la panique politique. Plus personne ne parvient à gouverner. Face au chaos, un nom revient sans cesse, De Gaulle. Le général retiré depuis 1946 accepte de revenir à condition d'obtenir les pleins pouvoirs pour refonder la République. Son objectif, mettre fin au régime des partis et créer un exécutif fort capable de diriger, même en temps de crise. Sous son impulsion, la constitution de la Ve République voit le jour. Elle repose sur un principe simple, la stabilité avant tout. Pour cela, De Gaulle exige qu'y figure une clause d'urgence absolue, un mécanisme qui lui permettrait de sauver l'État si tout venait à s'effondrer. Ce mécanisme, c'est l'article 16. Il prévoit qu'en cas de menace grave pour la nation, le président puisse concentrer tous les pouvoirs entre ses mains, le temps de rétablir l'ordre. Un outil conçu comme un bouclier, un dernier recours, mais dont la puissance dépasse tout ce qu'une démocratie moderne peut encadrer. À son adoption, peu de parlementaires mesurent l'ampleur de ce qu'ils viennent de voter. Beaucoup y voient une mesure temporaire, d'autres une nécessité pour éviter la guerre civile. Mais dans les faits, ils viennent d'inscrire dans la Constitution la possibilité légale d'une dictature provisoire, car pour la première fois, la République reconnaît qu'en cas de crise majeure, un seul homme pourra tout décider. Avril 1961, la France est à nouveau au bord du précipice. En Algérie, 4 généraux se soulèvent contre Paris, c'est le putsch d'Alger. L'armée coloniale menace de marcher sur la métropole. Pendant qu'à Paris, les ministres hésitent, le général de Gaulle reprend la main. Le 23 avril 1961, il apparaît à la télévision en uniforme et prononce une phrase qui restera dans l'histoire. « J'ai pris, en vertu de l'article 16 de la Constitution, les mesures exigées par les circonstances. » En une seule déclaration, il déclenche pour la première et unique fois les pleins pouvoirs présidentiels. Le Parlement est neutralisé, le gouvernement exécute ses ordres, la justice est placée sous tutelle. Pendant 150 jours, De Gaulle gouverne seul par décret et ordonnance. Certaines de ces ordonnances vont même jusqu'à créer des tribunaux militaires d'exception pour juger les putschistes. Quelques citoyens tentent alors de contester ces mesures devant le Conseil d'État. Leur recours donnera naissance à un arrêt historique, l'arrêt Ruben de Servente, rendu le 2 mars 1962. La réponse du Conseil d'État est sans appel. La décision de recourir à l'article 16 constitue un acte de gouvernement insusceptible de recours juridictionnel.
Autrement dit, aucun juge, aucune juridiction ne peut contrôler ni la décision du président de déclencher cet article 16, ni les actes qu'il prend durant son application. Les ordonnances présidentielles ont valeur de loi. Elles échappent donc à tout contrôle judiciaire. Ce jour-là, la France découvre qu'en période d'article 16, l'état de droit s'efface. Le président devient à la fois le législateur, l'exécutant et le juge suprême. Imaginez. L'expérience durera 5 mois. En septembre 61, De Gaulle lève les pleins pouvoirs et rend au pays son fonctionnement normal. Mais le précédent est créé. Juridiquement, rien n'empêcherait un futur président d'en faire autant, ou d'aller beaucoup plus loin. Plus de 60 ans après son adoption, l'article 16 de la Constitution française est toujours là, inchangé, prêt à être activé à tout moment. Il n'a jamais été abrogé, ni même sérieusement remis en question. Et pourtant, peu de citoyens savent ce qu'il contient vraiment. Voici ce qu'il dit mot pour mot. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire, ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par les circonstances. Tout est là dans cette phrase. Si deux conditions sont réunies, une menace grave et immédiate et une interruption du fonctionnement des institutions, alors le président peut activer les pleins pouvoirs. Dans ce cas, il doit simplement consulter le Premier ministre, les présidents des deux assemblées et le Conseil constitutionnel. Mais il n'est lié par aucun de leurs avis. Il reste libre de sa décision, seul juge du danger, seul juge de l'urgence. Dès la mise en œuvre, le président peut prendre toutes les mesures exigées par les circonstances. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Eh bien, il peut gouverner par décret, légiférer sans le Parlement, suspendre des libertés publiques, mobiliser l'armée, contrôler les médias, modifier l'organisation de l'État, et tout cela dans une absolue légalité. Le Parlement, lui, ne disparaît pas. Il reste réuni, mais devient impuissant. Il ne peut plus voter ni censurer. Le gouvernement, quant à lui, ne fait qu'appliquer les décisions de l'Élysée. Les contre-pouvoirs n'existent plus. Alors, vous pourriez me dire ironiquement que ça ne changera pas beaucoup d'aujourd'hui, mais si, et pas qu'un peu. Autrement dit, dès que l'article 16 est activé, le régime semi-présidentiel de la Ve République, déjà omniprésent, bascule à un régime de pouvoir personnel. Un régime où le président concentre entre ses mains l'exécutif, le législatif et le commandement militaire. De Gaulle l'avait voulu pour sauver la République. Mais aujourd'hui, dans un monde où la peur et la crise sont devenues permanentes, ce mécanisme pourrait servir à toute autre chose. À première vue, on pourrait croire que la Constitution a prévu des limites. Qu'après tout, même sous l'article 16, le président reste encadré par la loi. Mais en réalité, ces garde-fous sont une illusion. Le texte précise bien que le président doit consulter le Premier ministre, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que le Conseil constitutionnel. Mais ces consultations n'ont aucune valeur contraignante. Le président peut écouter, puis faire exactement l'inverse. Rien ni personne ne peut s'y opposer. Il fait ce qu'il veut. Depuis la révision constitutionnelle de 2008, une seule modification a été introduite. Au bout de 30 jours, le Conseil constitutionnel peut être saisi pour vérifier si les conditions de mise en œuvre de l'article 16 sont toujours réunies. Et au bout de 60 jours, il se saisit d'office. Mais là encore, son avis n'est que consultatif. Le président peut encore choisir de l'ignorer. Autrement dit, pendant 2 mois au minimum, aucune institution ne peut lui dire non. Il agit seul, sans contre-pouvoir, sans contrôle. Et au-delà de cette période, vous me direz, rien n'oblige le chef de l'État à y mettre fin. C'est lui et lui seul qui décide, quand les circonstances exceptionnelles cessent. En pratique, tant que le président considère que la crise continue, l'article 16 peut rester en vigueur indéfiniment. Sous article 16, le droit n'encadre plus le pouvoir, il le légitime. Il est important aussi de comprendre que lorsqu'il est déclenché, l'article 16 n'est pas un article de plus, c'est un article au-dessus des autres. Il suspend le fonctionnement normal de la République et place le président au-dessus de la Constitution elle-même. C'est une dérogation totale, une parenthèse où les règles cessent d'exister, sauf pour celui qui les écrit. À partir de ce moment-là, sous article 16, le président cumule tout. Il édicte la loi, l'applique et commande l'armée. Il devient à la fois législateur, exécutant et chef militaire. Pour le dire plus simplement, la Constitution entière bascule. Le gouvernement n'exerce plus rien, le Parlement ne contrôle plus rien, et la justice ne protège plus personne. Les articles 20 et 21 qui confient le pouvoir exécutif au gouvernement sont neutralisés,
Les articles 34 et 37 qui définissent la séparation entre la loi et le règlement perdent tout sens, et les articles 24 à 48 qui encadrent le rôle du Parlement ne sont plus qu'une façade. Même les garanties judiciaires, celles qui protègent la liberté individuelle, peuvent être suspendues si les circonstances l'exigent. En 1962, le Conseil d'État, dans son célèbre arrêt Rubin de Servais, l'a confirmé. Les actes pris par le président pendant l'article 16 ont valeur de loi, et la justice ne peut ni les contrôler ni les annuler. Le juge s'efface, le droit s'incline. C'est pourquoi les constitutionnalistes appellent l'article 16 l'article roi ou la dictature constitutionnelle. Car il ne viole pas la Constitution, il l'absorbe. En théorie, il devrait être un outil de survie pour l'État. Dans les faits, c'est une clé capable d'éteindre toutes les autres. Beaucoup pensent que le Parlement pourrait encore agir avec l'article 68, qui permettrait de destituer le président en cas de manquement grave à ses devoirs. En théorie, oui, mais en pratique, non, pas sous article 16. Car dès que le président active les pleins pouvoirs, on l'a vu, le fonctionnement normal des institutions est suspendu. Le Parlement ne vote plus, ne contrôle plus, et ne peut donc pas saisir la haute cour. Autrement dit, le président devient inattaquable. Même la procédure de destitution est neutralisée de fait. Sous article 16, celui qui concentre tous les pouvoirs se place aussi au-dessus de toute sanction. Une fois l'article 16 déclenché, le président ne gouverne plus seulement, il commande, car il est, selon la Constitution, le chef des armées et le garant de l'ordre public. Et dans ce contexte exceptionnel, ces mots prennent un tout autre sens. Voyons ce que ça pourrait donner. L'ensemble des forces armées se place sous son autorité exclusive. Il peut déployer des troupes sur tout le territoire, instaurer des points de contrôle, fermer les frontières ou même instaurer des couvre-feux. Des villes entières peuvent passer sous commandement militaire, comme en temps de guerre. Il peut aussi réquisitionner ce qu'il veut, les usines, les véhicules, les stocks de nourriture, les médias, les hôpitaux, les réseaux de communication. Le Code de la défense lui donne déjà cette possibilité en cas de crise, mais sous article 16, il peut l'exercer sans limite de durée ni contrôle du Parlement. Les forces de sécurité intérieure deviennent le prolongement direct de sa volonté. Elles peuvent procéder à des arrestations préventives, à des assignations à résidence, à des perquisitions sans mandat judiciaire. Les contrôles d'identité deviennent permanents. Les manifestations peuvent être interdites, les associations dissoutes et les journalistes placés sous surveillance. Le contrôle de l'information, déjà bien amorcé en cette période de crise, devient total. Les réseaux sociaux peuvent être bloqués, les plateformes étrangères coupées, les médias nationaux réquisitionnés pour assurer la cohésion de la nation, bien sûr. Les citoyens découvrent une autre France, celle des files d'attente, des rationnements, des couvre-feux, des mots d'ordre et des silences prudents. L'administration civile passe sous autorité militaire, les maires exécutent les ordres des préfets et les préfets reçoivent directement les consignes de l'Élysée. Le droit de circuler, de manifester et de s'exprimer peut être suspendu du jour au lendemain, et tout cela légalement au nom de la sauvegarde de la République. Vous en conviendrez, ce serait un véritable cauchemar pour nous tous. Vous l'avez compris, ce pouvoir pourrait être déjà dangereux entre les mains de quelqu'un de sage avec une haute probité, mais entre les mains d'un dirigeant autoritaire, impulsif ou mégalomane, il deviendrait dévastateur. Toute ressemblance avec une personne ou des situations réelles n'a rien de fortuit, suivez mon regard. Depuis plusieurs années, de nombreux observateurs, y compris des spécialistes étrangers, comme le professeur Adriano Segatori, qui est un psychiatre italien reconnu, s'inquiètent du caractère de plus en plus vertical du pouvoir et se sont interrogés dès 2007 sur la personnalité singulière de notre président. Segatori le décrit comme un homme intellectuellement brillant, charismatique, mais aussi extrêmement centré sur lui-même et qui ne répond qu'à lui-même, avec une faible tolérance à la contradiction et un besoin constant de contrôle. Il le qualifie même de psychopathe à forte intensité. Selon lui, ce type de profil fort, séducteur, sûr de sa mission, peut devenir dangereux lorsqu'il se convainc d'incarner seul la vérité, mais également parce que les conséquences pour autrui l'indiffèrent totalement, glaçant et inquiétant à la fois. Mais le malaise ne vient plus seulement d'une analyse psychiatrique. Il se répercute désormais dans son propre camp. Des figures proches du pouvoir ont pris publiquement leur distance. Gabriel Attal a récemment critiqué la manière dont le président décide seul. L'éditorialiste et ami de longue date Alain Menck a parlé d'un homme coupé du réel. Le député centriste Richard Ramos est allé plus loin, évoquant à l'Assemblée un président devenu fou, et bien d'autres témoignages en ce sens.
Ceci dit, il leur aurait suffi de nous le demander il y a longtemps qu'on l'avait constaté. Ces prises de distance ne sont pas anodines. Elles dessinent la solitude croissante du pouvoir et le risque qu'un chef d'État isolé, refermé sur lui-même et persuadé d'avoir raison contre tous, finisse par agir sans frein. Un président qui crée lui-même les crises qu'il dénonce, puis rejette systématiquement la faute sur les autres. Les ministres qu'il accuse d'incompétence, les députés qu'il accuse d'obstruction, et surtout les Français qu'il méprise au plus haut point et qu'il rend responsables de ses propres échecs. Comme s'il leur reprochait de ne pas être à la hauteur et digne de sa vision. Dans ce rapport inversé au réel, tout désaccord devient une offense, toute opposition une trahison, et toute souffrance du peuple une preuve de son ingratitude. C'est la logique classique du pouvoir narcissique, créer le désordre, l'entretenir, puis se poser en seul sauveur. Le vrai danger, ce n'est pas la force d'un homme, c'est la certitude qu'il n'a plus besoin de personne pour décider, et dans ce cas, l'article 16 ne lui servirait pas à sauver la République, mais à se sauver lui-même. Un tel état d'esprit devrait fortement interroger. Que deviendrait un pouvoir d'exception confié à un homme déjà convaincu que son intuition suffit? Quand un président en vient à ne plus écouter ni ses alliés, ni ses citoyens, ni même ses propres ministres, la frontière entre autorité légitime et dérive autocratique devient extrêmement fine. Nous sommes coutumiers, malheureusement, de cette dérive déjà initiée, mais dans ce cas, l'état de droit ne serait plus suspendu pour protéger la nation, mais pour la soumettre. Sous l'article 16, le président ne serait plus seulement chef de l'État, il deviendrait chef du peuple, un rôle absolu qui ne ferait qu'alimenter son sentiment de toute puissance, déjà bien ancré. Et dans un pays fragilisé comme le nôtre, une telle dérive ne mènerait certainement pas à un retour à la stabilité, mais à la destruction du peu qu'il reste de confiance et d'unité nationale, à n'en pas douter. Alors vous me direz oui, mais pour activer l'article 16, le président doit officiellement justifier deux choses, qu'il existe une menace grave et immédiate, et que le fonctionnement des institutions est interrompu. Mais dans un monde où tout peut être présenté comme une menace, il suffirait d'un récit bien construit pour convaincre le pays que l'exception est devenue une nécessité. Sur le papier, plusieurs situations pourraient légalement justifier l'activation de l'article 16. Une guerre, une attaque étrangère, une insurrection intérieure, ou encore une catastrophe paralysant les institutions, et quand on observe la rhétorique du moment, on comprend à quel point ces prétextes peuvent être modelés à volonté. Mais allons plus loin en dressant ce qui ne sont pour l'instant que des hypothèses, mais qui dans les faits pourraient servir de prétexte en créant un choc émotionnel ou une peur collective pour transformer une crise ordinaire en crise d'État. Je vous propose 6 scénarios plausibles qui pourraient être utilisés par le président. Premier scénario, la menace étrangère. Peu de citoyens oseraient s'y opposer, car qui voudrait paraître du côté de l'ennemi, quand le pouvoir brandit la menace de la guerre? Deuxième scénario, le chaos social. Des émeutes, des grèves, des affrontements civils. Les médias parlent d'insurrection, le gouvernement de guerre intérieure. En quelques heures, le président pourrait décréter l'état d'exception au nom de la stabilité et de l'ordre républicain. Troisième scénario, la crise économique ou bancaire. Effondrement des marchés, retrait massif, panique financière. Sous prétexte de protéger les épargnants, l'État pourrait geler les comptes, contrôler la monnaie ou introduire une monnaie numérique d'urgence. Quatrième scénario, la catastrophe climatique ou énergétique. Rationnement, coupure, réquisition, le discours serait simple. Je dois prendre des mesures fortes pour sauver le pays, et là encore, personne n'oserait s'y opposer. Cinquième scénario, la désinformation, prétexte idéal du XXIe siècle. Sous couvert de lutter contre les fake news, ou fausses nouvelles en français, le président pourrait imposer le silence numérique, bloquer les réseaux sociaux et instaurer une parole unique officielle. Enfin, sixième scénario, le blocage politique. Un parlement divisé, des institutions paralysées, une crise institutionnelle volontairement entretenue. Il suffirait de dire « Bon, vous n'arrivez pas à vous entendre et vous offrez une image de la politique déplorable. Je prends mes responsabilités pour établir le fonctionnement de l'État. » Et la boucle serait bouclée. Pour chacun de ces prétextes, le président pourrait aisément se poser en sauveur et dire « Les institutions ne peuvent plus agir, je prends mes responsabilités pour garantir la continuité de la nation. » Ce serait conforme à la Constitution, mais rien n'empêcherait de dérober la vérité derrière l'apparence. Toutes ces situations ont un point commun, la peur, car la peur rend le peuple docile, elle fait taire les débats, justifie l'urgence et transforme l'autorité en providence. C'est le plus vieux ressort du pouvoir, créer la panique, puis offrir la sécurité en échange de la liberté.
Aujourd'hui, dans un monde saturé de crises, d'alertes, de menaces, il serait facile de convaincre les Français que le danger est là. Et dans ce climat d'anxiété permanente, l'article 16 pourrait être activé sans qu'aucun coup d'État ne soit nécessaire. Dites-vous bien que le danger, ce n'est pas la crise, c'est celui qui l'utilise pour tout contrôler. Maintenant, quelles seraient les conséquences concrètes pour les Français si l'article 16 était activé aujourd'hui? À ce stade, encore une fois, on ne peut qu'extrapoler, puisqu'il est impossible de s'immiscer dans le cerveau du chef de l'État. Mais il est certain que la vie quotidienne basculerait en quelques heures. Tout d'abord, le silence. Plus de débats politiques, plus de contestations publiques. Les institutions seraient gelées, les décisions viendraient d'en haut, et les Français apprendraient à écouter sans pouvoir répondre. Les médias diffuseraient un message unique, celui du chef de l'État, les plateaux télé, les radios, les journaux, tous alignés au nom de l'unité nationale. Vous me direz, de ce côté-là, ça ne changerait pas beaucoup de notre quotidien actuel. Les voix discordantes disparaîtraient, censurées ou discréditées. Les réseaux sociaux seraient filtrés, ralentis ou carrément bloqués. Et la liberté d'expression réduite à un simple murmure. Sur le plan économique, certains secteurs stratégiques, énergie, alimentation, santé, seraient réquisitionnés. Les prix fixés, les ressources distribuées selon les priorités du gouvernement, les entreprises et les particuliers devraient coopérer à l'effort national, les médias, les associations, les mairies, les écoles seraient sommés d'obéir dans l'intérêt supérieur du pays. Dans les rues, la présence policière deviendrait omniprésente. Des patrouilles, des contrôles, des couvre-feux, des drones survolant les villes, des points de contrôle aux entrées des quartiers. Les attroupements seraient dispersés, les rassemblements interdits. Chacun devrait justifier sa présence, ses déplacements, ses activités. Ça devrait vous rappeler quelque chose. Les frontières seraient étroitement surveillées, voire fermées. Les citoyens ne pourraient plus quitter le territoire sans autorisation. Les transports seraient limités, le carburant rationné et les communications surveillées pour raisons de sécurité. Rapidement, les libertés économiques seraient elles aussi encadrées, car dans un régime d'exception, tout peut être justifié par la nécessité de l'État. Les banques seraient placées sous contrôle de l'État également. Peu de Français le savent, mais dans un contexte de crise grave, de guerre ou de menaces majeures, l'État dispose déjà des moyens légaux pour prendre le contrôle des flux financiers. La Banque de France et le ministère de l'économie disposent déjà de textes leur permettant, en cas de réquisition, de centraliser les flux monétaires au profit de l'intérêt national. Le Code monétaire et financier, complété par les dispositions du Code de la Défense, autorise la mise en place de mesures de gel, de contrôle ou de réquisition sur les avoirs bancaires, les métaux précieux ou tout bien jugé stratégique au nom de l'intérêt national. Vous voyez, ça va très loin. En clair, dans un régime d'exception, l'État pourrait limiter les retraits, bloquer certains comptes ou mobiliser les ressources privées pour soutenir ce qu'il appellerait l'effort collectif. L'argent des Français deviendrait alors, le temps de la crise, une ressource d'État, et dans une période de recherche d'argent forcenée par le pouvoir, on imagine bien la tentation de nous voler. Et encore une fois, ceci toujours sans vote, sans débat et sans recours. Dans un tel contexte, je peux vous dire que les Français invités à faire preuve de solidarité pendant que l'État redéfinit ce qui lui appartient, découvriraient ce que signifie réellement un pouvoir absolu légal. Et comme toujours, tout cela se ferait au nom de la République, au nom du bien commun, au nom de la sécurité. Mais derrière ces mots rassurants, il n'y aurait plus de contre-pouvoir, plus de limites, plus de recours. Juste un pays entier placé sous la tutelle d'un seul homme. Et peu à peu, la peur s'installerait. La peur de parler, la peur de critiquer, la peur de désobéir. Non parce que quelqu'un frapperait à la porte chaque nuit, mais parce que chacun saurait au fond de lui que tout peut arriver à celui qui se fait remarquer. Les plus lucides comprendraient vite que la République ne serait plus qu'un décor. Une façade légale pour un pouvoir sans limite, installé provisoirement, mais sans date de fin. Et tout cela, ce ne serait pas un coup d'État, ce serait la loi, la Constitution appliquée à la lettre, une République suspendue au nom même de sa sauvegarde. Si l'on résume, on constate qu'il suffit d'une signature, d'un décret, d'une annonce solennelle pour que la France bascule d'un régime dit démocratique à un régime d'exception, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Ce pouvoir absolu ne s'impose pas par la force, il s'installe par la peur, par le consentement, par la lassitude d'un peuple fatigué des crises et prêt à tout pour retrouver l'ordre et la sécurité. Et c'est là que réside le vrai danger, le silence des institutions, le silence des médias et surtout le silence des citoyens.
Alors, après cette petite vingtaine de minutes d'un tableau anxiogène et cauchemardesque, mais nécessaire, de ce que pourrait devenir notre société sous cet article 16, avec un cerveau malade à notre tête, peut-on espérer malgré tout d'y échapper? La réponse est sans conteste oui, car ce silence n'est pas une fatalité, car la bonne question est de se demander ce qu'il se passerait s'il y avait un refus de s'y soumettre. Car l'article 16, tout contraignant qu'il soit, n'a de pouvoir que par l'obéissance de ceux qui s'y soumettent. Si l'armée, la police, les fonctionnaires et les citoyens refusaient d'obéir à l'injustice, tout s'effondrerait en une seule nuit. L'armée devrait se souvenir qu'elle a juré fidélité à la nation, et pas à un homme, et elle le sait très bien. La police devrait comprendre qu'elle est là pour protéger le peuple, pas pour le soumettre, et elle le sait très bien aussi. Les fonctionnaires également devraient cesser d'obéir, par habitude, et redevenir les serviteurs du bien commun. En clair, sans le relais de l'armée et des forces de l'ordre, l'état d'exception s'effondre. Et les citoyens qui sont le nombre devraient retrouver le courage de se lever, de tendre la main à leurs voisins et de dire ensemble « assez, ça suffit ». Ce serait en quelque sorte une révolution de conscience silencieuse, morale, inarrêtable. Les décrets tomberaient dans le vide, les ordres resteraient sans effet et le pouvoir absolu se dissoudrait dans le refus collectif. Car un gouvernement ne tient pas par la force, mais par le consentement de ceux qu'il gouverne. Le jour où ce consentement s'éteint, le pouvoir d'un seul s'effondre, et la République renaît, portée par le peuple, qui reprend sa place. Je sais d'expérience que pour beaucoup aujourd'hui, tout ceci ressemble à du blabla, soit parce qu'ils sont dans le déni, ou que le combat leur paraît perdu d'avance, et pourtant, s'ils y réfléchissaient sans se faire déborder par leur peur, ils verraient que rien n'est jamais perdu. Je le redis encore et toujours, l'espoir ne viendra pas d'en haut, il n'y a pas non plus de sauveur, vous êtes chacune et chacun votre propre sauveur. L'espoir, il viendra d'en bas, du cœur battant du pays, de celles et ceux qui refusent d'avoir peur, et qui comprennent que la nation n'est forte que lorsque ses citoyens sont debout, unis et solidaires. Car oui, l'article 16 est une arme nucléaire juridique, mais aucune arme n'a jamais pu désarmer la volonté d'un peuple libre. L'histoire nous l'a montré, tout ce qui peut être mis en place finit par l'être, sauf quand la nation tout entière dit non. Tant que vous vous contenterez de mettre des pouces et des j'aime en restant derrière vos écrans, croyez-moi, rien ne changera. Et plus vous attendrez, plus dure sera la chute et plus la pente sera difficile à remonter. Car pendant que beaucoup dorment, nos ennemis de l'intérieur, eux, ne dorment jamais. Une des rares vérités prononcées par ce président félon aura été de dire que nous sommes en guerre. Mais en omettant de préciser en guerre contre le peuple de France, dont il est constitutionnellement le garant, aidé de sa petite cour de privilégiés, à la solde d'une autocratie européenne, faut-il encore le rappeler, non élue et illégale depuis le traité de Lisbonne, à laquelle nous ne devrions accorder aucune légitimité. J'en ai largement parlé dans la vidéo 8 dédiée à cette arnaque européenne. Souvenez-vous que le pouvoir absolu ne se conquiert plus par les armes, il s'impose par la loi et par le silence de ceux qui n'osent plus parler. Alors, ne vous taisez plus, parlez, rassemblez-vous, faites nation, levez-vous, c'est pas faute de le dire. Restez optimistes, ne baissez pas les bras. Ils sont aux abois comme le sanglier aux fermes que j'avais déjà évoqué dans ma vidéo sur la France en grand danger. N'ayez pas peur. Peur de quoi et peur de qui au juste? Car si vous avez peur aujourd'hui, si vous restez immobile et résigné, alors je vous le dis, demain ça ne sera plus de la peur, ce sera de la terreur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un vent se lève, un vent de dégagisme qui balaie peu à peu les mensonges, qui gronde dans les campagnes, dans les villes, dans le cœur de ceux qui ont compris. Ce vent-là ne faiblit plus, il s'amplifie jour après jour, porté par un ras-le-bol généralisé que plus rien ne pourra étouffer. A raison d'ailleurs. Pas un jour ne passe sans qu'un nouveau scandale n'éclate, sans qu'un pan de ce marais putride qui est devenu notre pays ne remonte à la surface. Et que dire de cette Europe décadente, dévoyée de sa lointaine mission première, devenue la cour des petits rois sans peuple? Qu'ils en soient sûrs, leur monde touche à sa fin, la marmite bout et le couvercle est prêt à sauter. Les citoyens sont de plus en plus nombreux à se réveiller, à comprendre que la situation du pays est gravissime, et c'est tant mieux. Car le syndrome du frigo vide, lui, ne trompe personne. Quand le ventre crie, le peuple se lève. Alors oui, le déclencheur viendra peut-être de là, mais peu importe ce qu'il allumera. Car une fois debout, aucun article, aucune loi, aucun homme, aussi puissant soit-il, ne pourra réduire la France au silence. Car un peuple qui se relève, même tard, finit toujours par reprendre sa place. Au final, le vrai danger n'est pas que l'article 16 existe. Le vrai danger, c'est qu'un jour un homme sans limite décide de s'en servir, et que le peuple, cette fois encore, ne dise rien. Finalement, article 16 ou pas d'ailleurs, ne lâchez rien.
Il en va de notre survie et surtout de celle de notre descendance. N'abandonnez jamais votre idéal de vie pour eux, mais aussi pour vous. Il ne tient qu'à nous tous ensemble qu'il se réalise. Alors, haut les cœurs et on se bouge. Merci de votre attention. Bien, compte tenu de la situation actuelle, qui connaît une aggravation notable en raison du marasme politique actuel et dont personne aujourd'hui n'est en capacité de dire comment elle va évoluer, je profite de l'instant pour vous inciter à vous préparer comme je le conseille déjà depuis plusieurs années. Pour cela, je vous invite à aller voir la vidéo hors série 1 sur ma chaîne Gagner Ensemble Online 2, dans laquelle je vous explique comment commencer à vous préparer au cas où, ou tout simplement en allant sur cette page web sur laquelle vous avez toutes les indications pour télécharger gratuitement plusieurs mementos pratiques et des calculateurs pour vous aider dans cette démarche, pour ceux évidemment qui ne les ont pas encore téléchargés. En vous souhaitant un bon visionnage à toutes et à tous.